Que se passe-t-il quand l'amour d'une mère, si puissant, devient la plus grande souffrance de son fils? Protéger un enfant de toutes les conséquences? Peut-il en faire un monstre? Et jusqu'où une mère est-elle prête à aller pour sauver son unique enfant, même quand la vérité menace de les détruire tous les deux? Ceci est l'histoire prenante de Madame Amaka, une femme riche et puissante, et de son fils Caleb, élevé dans le luxe mais sans aucune éducation des bonnes manières. Suivez-nous pour découvrir la chute choquante d'une femme qui avait tout et d'un fils qui a tout perdu. Dans le cœur animé d'Anugu, où l'argent, les vêtements de marque et le pouvoir résonnaient derrière les murs de marbre, vivait l'une des femmes les plus riches de l'État, Madame Amaka. Son immense maison, un véritable palais avec des grilles dorées et des sols en marbre brillant, était un symbole de luxe et d'influence. Mais parmi tous ces trésors, un seul brillait plus que les autres, son fils Caleb. Dès la naissance de Caleb, Madame Amaka lui a offert tout ce qu'il désirait. Des hochets en or, des vêtements de bébé en soie de Paris, une chambre d'enfant décorée de véritables bordures dorées. Rien n'était trop beau pour son cher garçon. En grandissant, les choses n'ont pas changé. Il avait les meilleurs professeurs particuliers, les derniers gadgets, des voitures de luxe dont aucun adolescent pourrait rêver. Si Caleb avait demandé la lune, Madame Amaka aurait envoyé une fusée pour la lui apporter. Mais à l'intérieur de cette maison, la discipline était une chose que personne n'avait jamais vue. Quand Caleb n'avait que 10 ans, il a brisé la fenêtre du bureau du directeur de l'école avec une pierre, furieux d'avoir été grondé pour être arrivé en retard. L'heure suivante, le crissement des pneus a annoncé l'arrivée de Madame Amaka dans son SUV de luxe. Ses lunettes de soleil à elle seule coûtaient plus que le salaire annuel du directeur. « Mon fils devait avoir une raison », a-t-elle dit froidement, écartant l'incident comme une peluche sur de la soie. Le directeur a soupiré, la voix pleine d'inquiétude. « Madame, Caleb a besoin de conseils. S'il continue ainsi. » Madame Amaka l'a coupé brusquement. « Essayez-vous de m'apprendre comment élever mon fils. » Son ton était dur, ses yeux lançaient des éclairs. « Vous n'êtes qu'un directeur. Ne dépassez pas les limites. » Alors qu'elle sortait, ses talons claquant sur le sol poli, Caleb a souri derrière elle. Ce jour-là a marqué le début de quelque chose de sombre. Il a compris que, peu importe ce qu'il ferait, sa mère le protégerait toujours des conséquences. Quelques semaines plus tard, Caleb est rentré chez lui et a trouvé sa nounou qui l'attendait pour l'aider à se changer après l'école. Alors qu'elle se tournait pour quitter la pièce, Caleb lui a attrapé la poitrine et harcelé. Choquée, Neka a fort. « N'essa plus jamais cette bêtise », l'a-t-elle averti. Mais au lieu de remords, Caleb a pleuré bruyamment. Madame Amaka, alertée par le bruit, a fait irruption dans la pièce. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle exigé. Neka a tout expliqué. Sans hésitation, Madame Amaka l'a giflé. « Comment osez-vous toucher mon fils parce qu'il a touché votre poitrine? Est-ce qu'elles sont faites d'or ?» a-t-elle claqué. Neka est restée figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Si jamais vous touchez mon fils encore une fois, ce sera la dernière fois que vous marcherez libre, » avertit Madame Amaka avant de partir en trombe avec Caleb accroché à elle. Neka voulait partir, mais sa mère malade et ses jeunes sœurs dépendaient de son salaire. Alors, elle est restée, et les mauvaises habitudes de Caleb aussi. Pendant des années, Neka a enduré l'humiliation. Quand elle est finalement partie, d'autres nourrices sont venues et sont reparties. Chacune d'elles a été réduite au silence par la peur ou renvoyée par Madame Amaka, qui ne voyait aucun mal chez son fils. Au moment où Caleb a eu 18 ans, il était intouchable. Il avait un garage rempli de voitures de sport, des placards remplis de vêtements de marque et une vie d'excès. Les nuits étaient passées dans les boîtes de nuit, noyées dans l'alcool et la musique assourdissante. Quand il a craché sa première voiture de sport, Madame Amaka l'a simplement remplacé. « Ce n'est qu'un garçon. Laissez-le profiter de sa jeunesse », a-t-elle dit à sa sœur Anne, qui regardait avec horreur son neveu sombrer. Caleb est devenu cruel, arrogant et profondément manipulateur. Son charme cachait une obscurité grandissante. Il séduisait les femmes avec des mots doux et de fausses promesses, puis les abandonnait. C'est ainsi que Martha, une étudiante brillante d'une famille pauvre, est devenue sa prochaine victime. Elle croyait que Caleb l'aimait. Il ne l'aimait pas. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il a ri. « Débarrasse-toi de ça », a-t-il dit froidement. Dévastée, Martha s'est tournée vers sa meilleure amie Sheda, qui lui a conseillé de parler à la mère de Caleb. Avec un espoir fragile, Martha s'est approchée des grilles du grand manoir. Les gardes de sécurité, sans compassion, lui ont refusé l'entrée sans invitation.
Elle a supplié, expliqué, imploré, mais ils n'ont pas bougé. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, un SUV élégant a remonté l'allée. C'était Madame Hamaka. Martha a rapidement approché le véhicule, saisissant sa chance. Madame Hamaka a fait signe à la sécurité de la laisser entrer. Martha est entrée dans le manoir et a été stupéfaite par sa beauté. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi magnifique de toute sa vie. Madame Hamaka l'a rencontrée avec un sourire méprisant. « Que voulez-vous » Martha a parlé, la voix brisée. Elle a ouvert son cœur. Comment Caleb l'avait trompée, avait pris sa virginité, l'avait abandonnée enceinte. Ses mots étaient sincères, ses larmes véritables. Mais le visage de Madame Hamaka est resté de marbre. Quand Martha a fini, Madame Hamaka a laissé échapper un rire froid et sans joie. Pensez-vous être la première fille à venir ici avec cette histoire pathétique? Chercheuse d'or, c'est tout ce que vous êtes. Madame, s'il vous plaît, a murmuré Martha. Je ne demande pas d'argent. Je veux juste que votre fils prenne ses responsabilités. Je n'ai rien. Je ne peux pas faire ça seule. Mais Madame Hamaka n'écoutait pas. Elle a sorti une liasse de billets de son sac à main et l'a jetée au visage de Martha. Prenez ça, débarrassez-vous de cette chose à l'intérieur de vous. Avec un claquement de doigts, Madame Hamaka a fait signe à la sécurité. Enlevez-la de ma propriété et si jamais elle revient, lâchez les chiens. Non, s'il vous plaît, cria Martha, mais les gardes l'avaient déjà saisie. Quand les grandes grilles claquèrent, Martha réalisa qu'elle était vraiment seule. Elle retourna chez Sheda, qui la supplia de ne pas avorter. Je ne peux pas, sanglota Martha. Je ne peux pas décevoir mes parents. Ils ont tout vendu pour m'envoyer à l'école. Je ne peux pas ajouter la honte à leur douleur. Sheda lui tint la main. Quoi que tu choisisses, je serai là. Les mois passèrent. Caleb empira. Davantage de femmes apparurent aux grilles de Madame Hamaka, enceintes, brisées, désespérées. Elle les renvoya toutes, jetant de l'argent comme des pansements sur des blessures ouvertes. Elle commença à croire qu'elles mentaient toutes, désespérée de lui soutirer sa fortune. Elle prit donc une décision. Elle ne donnerait plus d'argent à aucune fille. Cet après-midi-là, alors qu'elle était assise dans son salon, épuisée, l'un des gardes se précipita. « Madame, il y a une jeune femme à la grille. Elle saigne beaucoup. » Elle donna la permission aux gardes de la laisser entrer, son cœur battant non pas de peur mais d'irritation. Encore ces filles, pensa-t-elle. La jeune femme, les yeux rouges et les joues trempées de larmes, s'approcha d'elle. « Madame, » s'étrangla-t-elle. « Votre fils, il m'a forcée, il m'a violée. » Du sang était encore visible sur ses vêtements. Le visage de Madame Hamaka se tordit. Non pas de sympathie, mais de dégoût. Pourquoi étiez-vous même disponible pour lui? Si vous étiez resté dans la maison de votre père, rien de tout cela ne serait arrivé, cracha-t-elle. La jeune femme, dont le nom était Hutch, se figea d'incrédulité. Sa douleur fut accueillie par de la cruauté. « Mon fils est-il le premier homme à prendre une femme contre son gré ?» demanda froidement Madame Hamaka. « Vous, les filles faciles, vous croyez pouvoir vous frayer un chemin vers la richesse en couchant dehors. » Et juste comme ça, Hutch fut traîné par les gardes de sécurité, averti de ne plus jamais approcher Caleb. À ce stade, Madame Hamaka avait perdu le compte du nombre de femmes qui s'étaient présentées. Certaines enceintes, certaines en larmes, certaines furieuses. C'était épuisant et elle n'en avait plus rien à faire. Elle prit sa décision. Plus de plaintes, plus de victimes. Pour elle, son fils ne pouvait rien faire de mal. Mais le lendemain matin, tout son monde bascula. Elle était sur le point de monter dans sa voiture quand un groupe de policiers armés fit irruption dans son manoir. « Caleb Hamaka, vous êtes en état d'arrestation pour le viol de Hutch », déclara un officier. Les yeux de Madame Hamaka s'écarquillèrent de panique. « Il doit y avoir une erreur », cria-t-elle, agrippant l'un des officiers. Le tirant à part, elle murmura frénétiquement. « Combien ? Dites votre prix, je paierai n'importe quoi. Laissez juste mon fils partir. » Mais l'officier recula et leva la main. « Madame, vous êtes également en état d'arrestation. Tenter de corrompre un agent de la force publique est un crime. » Elle allaita. « Vous ne pouvez pas être sérieux. » Mais aucune supplication ni aucun nom de puissants amis ne purent la sauver cette fois. Au poste de police, elle fut conduite dans une salle d'interrogatoire. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et une femme officiellement vêtue entra.
Son uniforme portait l'insigne d'un grade supérieur. La mâchoire de Madame Amaka tomba. C'était Neka, son ancienne nounou, la même femme que Caleb avait agressée lorsqu'il était enfant. « Bonjour, Madame Amaka » dit Neka, sa voix calme mais tranchante. « Vous souvenez-vous de moi ?» Madame Amaka balbutia, sa voix hésitante. « Neka. Je vous ai protégé, votre fils chaque fois qu'il me touchait. Chaque fois qu'il violait quelqu'un, vous me traitiez d'incapable. Vous m'avez giflé pour avoir tenté de défendre ma dignité, mais maintenant la boucle est bouclée. » Madame Amaka s'enfonça dans sa chaise. Neka continua. « Nous vous observons, vous et votre fils, depuis des mois, chaque pot de vin, chaque menace, chaque voix réduite au silence. » Elle tendit la main dans sa poche et en sortit un petit enregistreur. D'un clic, la voix de Madame Amaka résonna dans la pièce. « Combien voulez-vous ? Dites votre prix. Je doublerai. Non, je triplerai. Laissez juste mon fils partir. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Madame Amaka enfouit son visage dans ses mains. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire cette fois. « Hutch, ajouta Neka, est la fille du chef Oko, l'un des hommes les plus puissants de ce pays. Et contrairement à vous, il croit en la justice. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Fils d'une milliardaire d'Anugu arrêtée pour viol, mère détenue pour corruption. C'était partout. Les investisseurs abandonnèrent la société de Madame Amaka du jour au lendemain. Les cours des actions s'effondrèrent. Son nom devint synonyme de honte. Le chef Oko utilisa toutes les ressources légales pour s'assurer que sa fille obtienne justice. La salle d'audience était bondée, les preuves étaient accablantes. L'enregistrement du pot de vin, les témoignages des victimes précédentes, y compris Neka, peignaient une image horrible de privilèges et d'abus. Caleb fut condamné à 25 ans de prison. Sa mère reçut 10 ans pour entrave à la justice et tentative de corruption. L'ancienne Madame Amaka, autrefois inébranlable, fut emmenée menottée. Sa robe de créateur et ses bijoux en diamant ne pouvaient la protéger du regard d'une société qu'elle avait autrefois enviée. Des mois plus tard, elle était assise seule dans sa cellule de prison, vieillie, vidée et brisée. Les grilles dorées de son manoir avaient été remplacées par de froides barres d'acier. Son maquillage avait disparu et sa richesse s'était évanouie comme le brouillard au soleil du matin. Pendant ce temps, Caleb luttait derrière les murs de la prison. Dépouillé de son pouvoir, tourmenté par les gardes et les détenus, il faisait face aux dures conséquences de la vie qu'il avait menée. 10 ans passèrent lorsque Madame Amaka fut finalement libérée. Elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Son manoir avait été confisqué. Sa société avait disparu. Elle errait dans les rues d'Anugu comme une étrangère. Les gens qui s'inclinaient autrefois devant elle traversaient maintenant la route pour l'éviter. Finalement, elle arriva chez sa sœur Anne. Anne ouvrit la porte, stupéfaite par la femme frêle qui se tenait devant elle. Ce n'était pas la sœur qu'elle avait connue autrefois. Pourtant, elle lui offrit une petite chambre. Madame Amaka lutta contre la honte. Son fils, toujours en prison, hantait ses pensées. Elle l'avait ruiné. Cette vérité la tourmentait plus que la prison. Elle rendit visite à Caleb un après-midi. Le voyant émacié et marqué par les épreuves, son cœur se brisa. « Je suis désolé, maman, murmura-t-il. Vous auriez dû me corriger. J'aurais tant aimé que vous le fassiez. » Les larmes coulaient sur les joues de Madame Amaka alors qu'elle tenait la main de son fils. « Je t'ai manqué, murmura-t-elle. Je nous ai manqué à tous les deux. » Pour la première fois, la mère et le fils faisaient face à la vérité, mais il était bien trop tard. Caleb purgea toute sa peine. Il fut libéré à près de 45 ans. Tout avait changé. Tant de choses avaient changé. Il arriva à la petite maison de sa mère, une ombre du manoir qu'il avait autrefois dominé. Elle était vieille maintenant. Lassée, ses yeux creusés de regret. Ils vécurent tranquillement, essayant de recoller les fragments de vie qu'ils avaient brisés. Désespéré de trouver la rédemption, Caleb chercha un emploi, mais personne ne voulait l'embaucher. Il errait sans fin dans la ville. Chaque opportunité lui fermait la porte une fois que son passé criminel était révélé. Un après-midi étouffant, il passa devant un bâtiment moderne en verre avec une pancarte à l'extérieur. « Cherche personnel de nettoyage, se présenter à l'intérieur. » N'ayant plus rien à perdre, il entra. Le hall brillait de sol en marbre et de lustre. Ses vêtements usés et son visage marqué par le soleil contrastaient fortement. « Je suis là pour le poste de nettoyage, dit-il doucement.
La réceptionniste le regarda, puis hocha la tête. Attendez ici. Quelques minutes plus tard, un gérant d'âge moyen l'accueillit dans un petit bureau. Ce n'est pas un travail glamour, dit le gérant, mais nous apprécions l'honnêteté. Je ferai n'importe quoi, répondit Caleb. Donnez-moi juste une chance. Le gérant l'étudia. Vous commencez demain. Pour la première fois depuis des décennies, Caleb ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti, de l'espoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le bâtiment qu'il nettoyait maintenant appartenait à Martha. La femme qu'il avait autrefois abandonnée, enceinte et seule. Martha avait refusé de laisser sa souffrance la définir. Après avoir donné naissance à leur fils qu'elle nomma Eken, elle avait travaillé sans relâche. Le jour, elle travaillait. La nuit, elle étudiait. Sa résilience attira l'attention d'un mentor qui investit dans son rêve. Des années plus tard, son entreprise devint une entreprise de plusieurs millions de Naira, faisant d'elle l'une des femmes les plus influentes d'Anugu. Malgré sa richesse, Martha restait humble, élevant Eken avec discipline et amour. Elle était allée de l'avant, ne laissant jamais l'amertume ternir son objectif. Maintenant, le destin les avait réunis sous le même toit et Caleb n'en avait aucune idée. Caleb se jeta dans son nouveau travail avec une détermination tranquille. Il frottait les sols, essuyait les fenêtres et transportait de lourdes poubelles sans la moindre plainte. Les autres membres du personnel le remarquèrent. Certains lui offraient des mots gentils, d'autres lui donnaient de l'eau supplémentaire pendant les longues journées. Mais Caleb ne leva jamais les yeux. La honte s'accrochait à lui comme une seconde peau et il la portait partout où il allait. Un après-midi, alors qu'il passait la serpillière dans le couloir des bureaux des cadres, ses yeux furent attirés par un portrait accroché au mur. La serpillière lui échappa des mains et tomba lourdement sur le sol. Il resta là, figé. C'était elle, Martha, vêtue d'un costume puissant, ses yeux rayonnant de confiance. À côté d'elle se tenait un jeune homme beau, grand et posé. Le cœur de Caleb commença à battre la chamade. C'était elle. Martha possédait cette entreprise, l'entreprise pour laquelle il nettoyait maintenant. Son esprit revint à toutes les choses cruelles qu'il avait dites quand elle lui avait annoncé sa grossesse. Il regarda de nouveau le jeune homme dans le portrait, âgé d'environ 25 ans. « Se pourrait-il que ce soit mon fils ?» murmura Caleb. Après avoir terminé son nettoyage, Caleb retourna dans sa petite maison. Martha était sortie de l'enfer. Elle était maintenant l'une des femmes les plus riches de l'État. Son fils Eken était devenu un homme remarquable, discipliné, éduqué, profondément respecté. Contrairement à Caleb, qui avait grandi dans le luxe sans valeur, Eken avait été élevé avec amour et structure. Le résultat ? Un homme de principe et d'honneur. Un soir, alors que Martha traversait les couloirs de l'entreprise, ses yeux tombèrent sur un concierge qui travaillait silencieusement. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, une lourdeur, une tristesse qui lui serra le cœur. « Bonsoir, madame », salua Caleb sans lever la tête. Cette voix. Le cœur de Martha manqua un battement. Sa respiration se coupa. Elle s'approcha lentement, étudia son visage. Même après toutes ces années, elle le reconnut. « Caleb », dit-elle, sa voix à peine un murmure. Caleb leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. La serpillière lui échappa des mains. « Suivez-moi », dit-elle fermement, se tournant déjà vers son bureau. Le bureau était vaste et élégant, chaque centimètre reflétant son pouvoir. Caleb se tenait près de la porte, petit et tremblant. « Vous travaillez ici ?» demanda Martha, les bras croisés. « Oui », dit-il doucement. « Après tout ce que vous m'avez fait, les mensonges, l'abandon, vous nettoyez maintenant les sols de mon entreprise. » Il tomba à genoux. « Martha, je suis désolé. Je sais que désolé ne signifie rien maintenant, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai payé pour mes péchés. La prison, le rejet, le ridicule. J'ai tout perdu. » Ses yeux brillèrent, mais sa voix était froide. « Savez-vous combien de nuits j'ai pleuré jusqu'à m'endormir ? Combien de fois j'ai douté d'avoir fait le bon choix en gardant ? » Elle s'approcha. « Vous m'avez volé ma dignité, mais j'ai survécu. Et mon fils, il est tout ce que vous n'êtes pas. » Caleb sanglota silencieusement. « Est-ce qu'il sait pour moi ? » « Non, » répondit-elle sèchement. « Je ne lui ai jamais dit. Je ne voulais pas que votre ombre empoisonne sa vie. Mais maintenant que je vous ai vu comme ça... » Elle soupira profondément. « Vous pouvez continuer à travailler ici, mais restez loin d'Eken, comprenez-vous ? » « Oui, »
murmura Caleb. Merci. Merci de me laisser rester. Les semaines passèrent. Caleb garda la tête baissée. Il évita Éken comme demandé, mais ne pouvait s'empêcher de l'admirer de loin. Il était l'homme que Caleb aurait voulu être et pourtant il n'osait pas l'approcher. Il ne risquerait pas de perdre la chance d'être simplement près de son fils. Un soir de tempête, la plupart du personnel était rentré chez lui, mais Éken restait dans son bureau, penché sur des rapports financiers. La pluie battait contre les vitres tandis qu'il travaillait sous la faible lumière d'une lampe de bureau. Caleb nettoyait toujours les taches des cadres. Ses reins lui faisaient mal, mais il continuait. C'est alors qu'il l'entendit. Un grand bruit suivi d'un gémissement. Alarmé, il laissa tomber sa serpillière et se précipita dans le couloir. Il fit irruption dans le bureau d'Éken et se figea. Éken était par terre, se serrant l'estomac, le visage pâle et trempé de sueur. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda Caleb, se précipitant vers lui. « Aidez-moi !» étouffa Éken avant que ses yeux ne se révulsent. La panique monta. Caleb le porta dans les escaliers et fit signe pour de l'aide. À l'hôpital, il suivit le brancard dans les couloirs. Désespéré, l'infirmière se tourna vers lui. « Êtes-vous un membre de sa famille ?»« Oui, lâcha-t-il. Je suis son père. » Elle hocha la tête d'urgence. « Votre fils souffre d'insuffisance rénale. Nous avons besoin d'un donneur immédiatement. Êtes-vous prêt à être testé ? » « Oui, testez-moi, faites tout ce qu'il faut, s'il vous plaît. Sauvez sa vie. » Pendant que les médecins travaillaient, Caleb appela Martha encore et encore. Elle ne répondait pas. Il lui envoya des SMS, laissa des messages vocaux, contacta même son assistante. Rien. Quelques heures plus tard, l'infirmière revint avec les résultats. « Vous êtes compatibles, dit-elle. » Caleb expira difficilement. « Prenez-le. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Sauvez-le simplement. » Il fut conduit en salle d'opération aux côtés de son fils inconscient. La chirurgie de transplantation dura des heures, mais ce fut un succès. Plus tard, dans la salle de réveil, Caleb gisait pas les faibles, mais paisible. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il avait fait quelque chose de bien. Lorsque Martha vit enfin son téléphone le lendemain matin, elle faillit le laisser tomber. Des dizaines d'appels manqués, des messages frénétiques de Caleb. Son cœur se serra. Elle se précipita à l'hôpital. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. « Votre fils a souffert d'insuffisance rénale, madame, » dit doucement l'infirmière. « Il est en vie aujourd'hui parce que son père était là. Il a fait don de son rein. » Les genoux de Martha fléchirent. « Où est-il » murmura-t-elle. L'infirmière désigna de l'autre côté du couloir. Martha entra dans la pièce faiblement éclairée et il était là, Caleb, pâle, se reposant. Il ouvrit les yeux. « Tu l'as sauvé » dit-elle doucement. « Je ne pouvais pas le laisser mourir » murmura Caleb. « C'est mon fils, notre fils. » Les larmes coulaient sur son visage alors que des années d'amertume commençaient à s'adoucir. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Après tout ça. Parce que je lui dois tout. Je te dois tout. Je ne mérite pas le pardon, mais au moins j'ai enfin fait quelque chose de bien. » Martha s'assit à côté de lui, ses épaules secouées par des sanglots. « Merci, Caleb. Tu as sauvé notre fils. » Le rétablissement d'Éken fut lent et constant. Un après-midi, il s'assit à côté de Caleb. « Tu m'as donné ton rein, dit-il doucement. « Oui, » hocha la tête Caleb. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, mais je suis fier de l'homme que tu es. » Et Éken tendit la main et lui serra la main. « Merci d'avoir sauvé ma vie. » Caleb retourna à l'entreprise non pas comme concierge, mais comme superviseur de maintenance. Éken lui rendait souvent visite, cherchant des conseils, partageant des nouvelles. Le lien entre eux, bien que nouveau, devint plus fort de jour en jour. Martha resta prudente. Mais avec le temps, le sacrifice de Caleb guérit des blessures que même les excuses ne pouvaient pas. Bien qu'ils ne se soient jamais retrouvés en couple, elle lui permit d'avoir une place dans la vie de leur fils. Finalement, Madame Amaka assembla le courage de s'excuser auprès de Martha pour toute la douleur qu'elle avait causée. Martha, qui avait depuis longtemps construit sa vie, écouta et prit la décision douloureuse de pardonner. Le pardon, après tout, n'était pas pour celui qui avait offensé, c'était pour la paix. La leçon de l'histoire, la richesse, le pouvoir et le prestige ne peuvent remplacer la discipline, les valeurs ou la responsabilité. Protéger les enfants des conséquences ne les protège pas.
Cela les détruit. L'amour sans discipline crée des monstres. L'éducation parentale exige les deux. Comme le dit le proverbe, la folie est liée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction la chassera loin de lui. Élevez vos enfants correctement. Aimez-les suffisamment pour les corriger. Votre paix future pourrait en dépendre. J'espère que cette histoire vous a semblé à la fois puissante et matière à réflexion. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment vous lire et ne partez pas loin. Une autre histoire très intéressante et puissante arrive dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez votre cloche de notification pour être le premier informé de sa publication. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et la partager avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous apprécie vraiment.